Bonjour à tous à nouveau. Voici un exposé complémentaire dans une partie 2 intitulée Synthèse. Dans cette société de la vitesse et de la hâte, et donc pour les personnes qui sont pressées, nous faisons cette petite synthèse. Par ailleurs, il faut remarquer qu'il est pédagogique d'indiquer où l'on va, comme un promeneur qui indique à ses amis et qui les conduit d'ailleurs vers un but, il leur indique le bout du chemin. Toujours sous l'égide de Candide, quelques idées novatrices de plus. Candide va donc résumer la pensée de ce livre bleu comme suit. Cela résume, mais cela n'épuise pas du tout l'étendue de la pensée de Candide. Le plan de ce résumé ici, c'est d'abord de l'État, on parlera de l'État, puis de la société civile, puis de la société foncière, quelques notions d'économie, du capital, et puis ce que l'on a choisi d'autres à citer. De l'État. Voici donc des idées clés, uniquement, sans commentaire supplétif. Au sujet du chef d'État et du gouvernement parlementaire. Pour comprendre un petit peu plus, il faut faire un prologue. La Troisième République, qui commence à peu près en 1870 et qui se termine en 1940, c'est la domination du Parlement et le chef d'État devient une coquille vide, élu par le Parlement et destiné surtout, comme on dit, à couper les cordons des inaugurations diverses, notamment là des expositions universelles. La Cinquième République de Charles de Gaulle est au contraire la domination du chef d'État. Des parlementaires ont publié en 2021 qu'il ne servait à rien, en double page, il ne servait à rien de public, ça va de soi. Mais ça, on le savait depuis 1958, date de la Cinquième République. Une parenthèse. Pour ceux qui ne connaissent rien de la Troisième République, ils peuvent lire l'ouvrage ci-dessous ou ci-contre. Celui-ci est plaisant. Ce sont de petites histoires de quelques pages, une dizaine ou une vingtaine de pages maximum, qui racontent les personnages et les faits les plus marquants de cette République, jusqu'à des anecdotes parfois. Isadora Duncan, grande artiste très populaire à l'époque et qui a fini tristement sa vie en raccompagnant son ami à sa voiture. Isadora avait une grande écharpe d'artiste et cette écharpe s'est prise dans la portière et l'a mis à démarrer sans y penser. Et l'écharpe a cassé les vertèbres cérébrales d'Isadora Duncan. Bon, voilà par exemple, ça c'est de l'anecdote. Mais quand même, ça fait partie de l'agrément de ces histoires, au-delà de toutes les historiettes vraies, politiquement, constitutionnellement, etc. Donc c'est la période, je redis, 1870-1940. Sur la page de couverture, vous voyez le général Boulanger, célèbre général Boulanger, qui a failli être chef d'État. Il était déjà ministre de la guerre. S'il n'avait pas préféré partir dans un train pour rejoindre la femme qu'il aimait.
Et d'autre part, c'était un général qui se préoccupait beaucoup de ce que le soldat avait dans son assiette. Il était très populaire. Il rejoint Clémenceau en 14-18, le moral du soldat est au fond de son assiette. Général Boulanger. Candide fait la synthèse. Le système qu'il avance n'est ni un retour à la Troisième, ni à la Cinquième République, mais aux deux. Voilà pour une petite introduction là. Donc, point numéro 1, un chef d'État et un gouvernement parlementaire. Je dis tout de suite que la notion de gouvernement parlementaire est une hérésie juridique. Dans la cinquième, la nôtre, il y a un gouvernement d'un côté et de l'autre un parlement. C'est donc une innovation que j'ai créée pour les nécessités d'avoir un vocable, un gouvernement parlementaire et pour la réalité aussi que cela recouvre. Car, point numéro 2, ceci est complété par un équilibrage du pouvoir, un rééquilibrage. Il faut dire un mot pour comprendre cette matière du fameux principe de séparation des pouvoirs. Bon, à l'origine, c'est Montesquieu, toujours pareil. La Constitution du 3 septembre 1791 proclame à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation déterminée, n'a pas de constitution. La séparation des pouvoirs, donc. Aujourd'hui, détail, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a valeur constitutionnelle, c'est-à-dire de normes sommitales, au sommet, donc. Ce principe de séparation des pouvoirs, c'est un fondement jamais observé depuis Montesquieu, qui est mort en 1755. Car, très sommairement, schématiquement, la Révolution n'a jamais pu le mettre en pratique, on ne l'a jamais compris. Le temps courait trop vite. Il s'agissait à certaines périodes de sauver sa tête aussi. Donc, on n'a pas passé le temps à essayer de bien comprendre Montesquieu. L'Empire non plus, Napoléon Ier avait d'autres buts. Les trois rois suivants, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, c'est pareil. De toute manière, ça ne les intéressait pas. C'était la centralisation du pouvoir. La Deuxième République, 1848, n'a pas eu le temps. N'a pas eu le temps, parce qu'en 1851, 3 années après, il y avait le coup d'État de Napoléon III. C'est bien dommage, car la Seconde République est une république exceptionnelle. La Troisième République a basculé dans l'autre sens. Elle a fait dominer le Parlement. La Quatrième, après la Seconde Guerre mondiale, a fait de même. On prend les mêmes et on recommence. La Cinquième, la nôtre, sous l'égide de Charles de Gaulle, de conception royaliste, a fait dominer le chef d'État. D'ailleurs, de Gaulle disait « Le gouvernement n'a pas de substance en dehors de moi, il n'existe que par mon fait. » Mon fait, le fait. Le fait de l'homme chef d'État. Un fait. Conclusion. Le système proposé par Candide ne marche que si les pouvoirs sont équilibrés. Pour les professionnels un peu, en d'autres termes, si l'article 34 de la Constitution répartit les compétences équitablement. Cela, si on veut, un gros travail relatif, un gros travail du point de vue politique. Mais ce sera un changement de taille colossal. C'est curieux d'ailleurs, enfin non, c'est pas curieux. Le but de Charles de Gaulle
était de reprendre une certaine dimension royaliste, le chef d'État qui domine tout le système. Il avait trop vécu les errements, quand il était jeune, de la Troisième République. Ensuite, Candide propose la parité pour le chef d'État. Une originalité, c'est la parité présidentielle, un homme et une femme. L'origine de l'idée vient des institutions de la République romaine, la méfiance du pouvoir unique. Car il ne serait jamais venu à l'idée d'un Romain, enfin bon, je vais le dire plus bas ça, de remettre le pouvoir à un seul homme. En pratique, un seul tour d'élection suffira. En pratique. Bien sûr, on dira, et s'ils ne se mettent pas d'accord, ah ben, dans ces conditions, on peut voir ce que Candide suggère dans le livre bleu. Car beaucoup de choses, pas tout, hein, mais beaucoup de choses sont prévues. Quant à Rome, sous la République, qui a duré 6 siècles, il ne serait pas venu à l'esprit d'un Romain de confier le pouvoir à un seul homme. Toutes les charges étaient duales, étaient binaires. Il y avait 2 consuls, 2 tribuns, 2 censeurs, 2 préteurs, etc. Il n'y avait qu'une seule exception, le dictateur. En cas de péril militaire que courait Rome, le pouvoir était remis entre les mains d'un seul homme, le dictateur. Il est vrai qu'on n'imagine pas 2 généraux à la tête de la même armée. Point numéro 2, de la société civile. La République est basée sur le citoyen. Le citoyen. Le niveau local est donc impératif. Ceci pour la formation initiale et continue. Ceci aussi pour le dialogue citoyen communal dans la commune, puisque la commune est un élément de terrain organisé loyalement, rationnellement, cartésiennement. Ce sont des principes fondamentaux et si l'on veut une réforme de la République. Il ne faut pas uniquement se préoccuper du sommet, il faut se préoccuper aussi de la base. Maintenant, de la société foncière. Alors ça, j'admets tout à fait que c'est une question des plus délicates. Peut-être qu'il faudra y renoncer, peut-être qu'il faudra l'étudier. La question foncière est au cœur de toutes les sociétés depuis l'Antiquité. Sous la Rome antique, il y a eu des révoltes d'esclaves, ceux qui ne possédaient rien, mais qui étaient possédés par les autres. Spartacus, etc. Et pendant le long Moyen-Âge et la féodalité, on connaît très bien les rapports de force pour la possession des terres. Dans le nord de la France, nulle terre sans seigneur, nulle terre sans seigneur, tout appartient au seigneur. Et les paysans, les communautés d'habitants n'ont qu'à se plier à cette règle. Dans le sud de la France, nul seigneur sans titre. Tu prétends être seigneur? Montre-moi ton titre. C'est autre chose, c'est l'esprit du droit romain qui subsistait pendant plus de 1000 ans. Oui, plus. À la Révolution, on connaît le partage des communaux, la privatisation, l'idée de la privatisation née en Angleterre vers 1750. Et puis après, Candide dit que allez, bon, la France n'est pas Singapour. Parce qu'à Singapour,
Lee Kuan-yew, le grand fondateur, a toujours dit qu'il s'était inspiré des méthodes du colbertisme, c'est-à-dire de Colbert, l'intervention de l'État dans l'économie. Bon, on connaît le succès de Singapour, y compris pour sa dernière grande université. Mais aussi pour la répartition de la propriété. Le nombre de propriétaires par rapport aux locataires. Candide soulève donc le problème de l'habitation principale uniquement, car il reconnaît que cette matière est des plus délicates. Mais ça mérite d'être étudié. L'économie, vaste sujet. Une société est prospère quand elle produit des biens et des services. Des biens et des services. J'ai repris un concept fondamental de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, inventé par Maurice Lauré en très grande partie. Bon, les biens et les services. Les services, c'est par exemple toute activité de consultation, de fourniture de renseignements, ce que je suis en train de faire devant vous, bien que ce soit gratuit, donc ça échappe à la TVA, ça en principe, mais ça rentre dans la catégorie des services. Ceci en quantité pour subvenir à ses besoins, d'abord. Oui, il faut produire tous les biens et les services dont on a besoin, si possible, et aussi pour exporter. Si on exporte, évidemment, et si on subvient déjà à ses besoins, on dégage des flux monétaires. Pour cela, Candide veut libérer l'entreprise privée. Il veut aussi promouvoir l'entreprise publique. Et ça, c'est une idée clé. Les autoroutes françaises, par exemple, mériteraient d'être réformées. Il n'y a pas qu'elles. Le capital. Candide propose la suppression des impôts, idée totalement révolutionnaire, graduelle. Il mentionne déjà que des répercussions internationales aussi en seraient bénéfiques. Oui, pour la France, puisque ce programme concerne la France. Après tout, en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, suivant le vieux slogan. Corrélativement, Candide veut la suppression des subventions en tout genre. Candide renvoie ici à un livre qui est paru dans les années 1953-54, Examen de conscience des Français de Jules Romain, car avant, il n'y avait pas ce système-là, des subventions et des allocations en tout genre. Surtout des subventions. Et les allocations détournées de leur finalité véritable et qu'il y ait un véritable contrôle. La notion de contrôle aussi serait à contrôler, puisque la société court en avant sans vouloir trop regarder en arrière. Et le contrôle, par définition, c'est plutôt en arrière. Les propositions de Candide ne sont pas épuisées, comme par exemple la réduction réelle des lois et règlements, des mesures écologiques locales, 3 points de suspension. Il y a dans le livre bleu bien des propositions, autres. Mais les principales sont celles que je viens de recenser. Et toujours pour la pédagogie, voici des tableaux qui suivent, qui sont dans le livre bleu, car un bon dessin vaut mieux qu'une longue explication, ça va de soi.
Ces tableaux concernent le flux actuel des impositions et prestations, le flux des productivités, la législation actuelle, la législation telle que la voie candide, et les institutions nouvelles. Et en cadeau, pourquoi pas, oui, le sens de l'histoire, car tout arbre a des racines, et tout citoyen devrait avoir également des racines. Le flux actuel des impositions et prestations, fiscales ou sociales, et prestations versées aux citoyens. Donc vous avez le peuple des sujets de la République, les personnes publiques, les entreprises privées. Le flux actuel consiste essentiellement à ce que, donc, pour les impositions fiscales et sociales, le peuple des sujets est assujetti, les entreprises sont assujetties. En retour, il y a des subventions et prestations différentielles par rapport à ceux qui ont versé les impositions en tout genre. C'est-à-dire que les allocations et les subventions vont à certaines personnes. Bon. Ça, c'est une contribution fiscale, une part de la TVA, bon, à l'Union européenne. Et le retour en partie sous forme de subventions aux entreprises privées, notamment. Le flux des productivités par candidat, là. Alors, Candide a déjà dit que la TVA serait maintenue à titre temporaire. Donc, les citoyens qui sont des contribuables réels, pas assujettis, mais des contribuables réels, continueraient à acquitter la TVA sur la consommation, mais il y aurait des prestations temporaires sous forme d'allocation ou de subvention qui seraient maintenues en même temps que la TVA, à ce titre. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est la productivité. Les entreprises privées seraient encouragées à produire des biens et des services. Les citoyens seraient encouragés à créer des petites ou moyennes entreprises, à l'instar du Mittelstand allemand, et à accroître la productivité de la nation. Et les personnes publiques, alors, seraient incitées aussi à accroître la productivité par le biais de la politique ancienne du colbertisme, des entreprises d'État, et qu'il y a tout un sujet de réflexion à mener sur cette question-là, qui a déjà été expérimentée, mais qui mériterait d'être relancée. Je citais le cas tout à l'heure des autoroutes, mais il y aurait bien évidemment bien d'autres secteurs. Donc, les trois pôles concourraient à la production de biens et de services pour accroître la production de la France et en même temps sa compétitivité. Maintenant, point de vue juridique, la législation actuelle. Vous avez le peuple des sujets de la République, les citoyens se sont plutôt écrasés par le pouvoir réglementaire du président du gouvernement, des ministres et des préfets, et d'autre part par les lois
de l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont quand même à peu près toutes d'origine gouvernementale. À cela s'ajoutent les normes de l'Union européenne, maintenant, normes de l'UE, règlements, directives. Donc voilà, le citoyen écrasé, qui, sauf à être juriste, n'y comprend rien. Sa vie est entravée par une prolifération de textes normatifs que j'ai cités, les lois, les règlements et les normes UE. La législation candide vise à simplifier tout ça en voyant bien que il y a un ministère qui s'occuperait d'élaborer la norme sous le contrôle de l'Assemblée nationale et du Sénat de manière... il y aurait moins sans doute de députés et de sénateurs, parce que beaucoup de discussions, certes, sont remarquables, mais quand on a besoin d'une loi sur la chasse, le ministère de la norme pourrait réunir toutes les parties en question, les chasseurs et les anti-chasseurs, et le ministère de la norme pourrait arbitrer entre les deux sous le contrôle de l'Assemblée nationale et du Sénat. D'autre part, il y a des ministères qui sont plus techniques, les finances, l'intérieur, l'agriculture, etc., qui pourraient élaborer leur projet de normes pour les remettre au ministère de la norme avec contrôle de l'Assemblée nationale et du Sénat, et ensuite transmission au Premier ministre et au gouvernement sous contrôle également de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le rôle du président de la République pour la publication au JO de la République ne serait pas changé, évidemment. Cela permettrait avec ce ministère de gagner beaucoup de temps, de discussion, dans l'élaboration et la rédaction des textes. Car au passage, il y a trop de textes publiés qui ne sont pas juridiques, qui ne sont pas sous forme juridique. On emploie des mots qui n'ont rien à voir avec le droit et dont le contenu donc est inconsistant. Là, il y aurait une belle réforme à faire. Les institutions nouvelles, maintenant, sur le principe de séparation des pouvoirs. Le peuple de France procéderait à l'élection des deux présidents et du gouvernement parlementaire. Ça ne change pas énormément de choses, sinon là, on élit deux présidents et là, on élit moins de députés et de sénateurs. L'équilibre des pouvoirs serait la possibilité de destitution du président de la République ou du gouvernement, c'est à voir, et d'autre part la possibilité de dissolution du gouvernement parlementaire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Ou la partie de l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est à voir tout ça, c'est dans le livre bleu. Voilà. Mais la clé de voûte du système, c'est la répartition des pouvoirs, avec le principe de séparation des pouvoirs. Que l'article 34 de la Constitution, précité, donc, soit équilibré dans la répartition des compétences, qui est une véritable séparation des pouvoirs, qu'il n'y ait pas un seul pouvoir, le président de la République, en définitive.
Je redis que les parlementaires ont publié qui ne servait à rien, et c'est pas nouveau depuis 1958. Et en cadeau, le sens de l'histoire. Bon, c'est un sens orienté, mais la Révolution est elle-même orientée. La Grande Révolution de 1789. Voilà. Il y avait même le recensement des fainéants. Ensuite, 1848, la Seconde République. 1871, la Commune de Paris. 1936, le Front populaire et 1945, le gouvernement provisoire. À gauche, vous avez toutes les notes fondamentales sur ces institutions. 1958, Charles de Gaulle. 1968, la révolte, mais qui a failli déraper. Vous avez de très belles citations de Charles de Gaulle ici et là, sur le capitalisme qui n'est pas acceptable, etc., etc. Voilà. Je vous laisse le temps peut-être de lire. Mais voilà une synthèse depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui. Nous en avons, enfin, j'en ai fini avec ce montage de synthèse qui permet de balayer les grandes idées de ce livre bleu, pas toutes, mais l'essentiel. Et ce faisant, je vous dis un petit à bientôt dans l'avancée de la découverte in extenso. Après cette synthèse, on va voir le détail de ce livre bleu. Eh bien, je vous dis au revoir, à bientôt, pour cette refondation, au moins dans les idées.